Eh bien, commençons par l'introduction générale du cours, l'introduction académique du cours et une mise en perspective de l'évolution des finances publiques depuis environ une trentaine d'années. Alors, pour aborder ce cours, il faut avoir quelques idées transversales en tête qui vont le traverser. 6 idées. La première, et sans doute la plus importante, cette matière, les finances publiques, est marquée par une influence grandissante de l'Union européenne. On n'en a pas forcément conscience quand on est pris par l'actualité politique et médiatique nationale, mais en réalité, on est dans un champ qui est complètement surdéterminé par des orientations prises par la France au moment du traité de Maastricht en 1992 et qui vont en fait surdéterminer l'ensemble de la gestion des finances publiques, que ce soit les finances publiques de l'État, les finances publiques sociales ou les finances publiques locales. De fait, puisque la France a pris des engagements européens, eh bien, ça l'oblige à avoir une vision unitaire de ses finances publiques. Parce que quand la France rend des comptes à Bruxelles, devant la Commission européenne ou le Conseil des politiques économiques et financières de l'Union, eh bien, elle rend des comptes de l'ensemble des composantes de l'administration française. Pas simplement l'État, pas simplement les colloques, pas simplement les finances publiques sociales. C'est la Maison France, d'une certaine façon, qui doit rendre des comptes. Alors, il faudra prendre en compte cette unité des finances publiques, même si on verra au fil du cours qu'on prend un axe local, un axe central ou un axe social. Tout ça participe d'un même équilibre budgétaire, macro-budgétaire, au sens européen du terme. Alors, cette unité des finances publiques, évidemment, elle est confrontée à la diversité des acteurs, qui est une diversité d'origine historique en réalité. La France a fait des choix de gouvernance sociale à l'après-guerre, en 1945, avec un système, et on y reviendra, de nature bismarckien, où les partenaires sociaux ont la main. Alors évidemment, c'est difficile de contrôler cela quand on est un État unitaire et qu'on a donné la main, qu'on a décentralisé aux partenaires la gestion de la protection sociale. Il en va de même pour la décentralisation. En 82, la France a fait un choix de décentralisation et donc de donner davantage de compétences aux acteurs locaux. De fait, à un moment donné, quand on veut reprendre la main et coordonner mieux les dépenses et les recettes, eh ben, c'est compliqué de gérer cette diversité des acteurs. On sera en permanence dans cette dialectique entre unité et diversité. Au-delà de ces 3 premiers points, il faut reconnaître la technicité juridique du thème. On est dans un champ assez austère de finances et de droit public, donc il va falloir rentrer dans le droit des finances publiques avec un niveau de droit parfois constitutionnel et puis parfois un niveau de droit, parfois du niveau de l'arrêté, du niveau de la circulaire. Donc il faut être capable de naviguer dans la hiérarchie des normes de façon assez fluide, sans omettre sa difficulté, sa complexité, sa technicité. Enfin, et c'est aussi le charme de cette matière, ce qui la rend aride pour certains, c'est une matière qui présente une dimension évidemment quantitative. Il faudra sortir ce cours de finances publiques avec quelques ordres de grandeur en tête. Et c'est tout le charme de la matière, justement, d'osciller entre une approche finalement très juridique et puis une approche aussi très économique, très quantitative. Les finances publiques empruntent, j'allais dire, des chiffres et des lettres. Enfin, et c'est la difficulté de ce cours et de cette matière, vous ne vous appuierez pas, très peu en réalité, sur des éléments que vous entendez dans les médias, que vous lisez dans les journaux. C'est une matière qui évolue souvent de façon très discrète. C'est-à-dire, elle est sous les radars médiatiques. Alors il y a quelques exceptions, justement, en période de crise, notamment quand l'Europe doit monter au créneau et qu'on doit trouver des moyens qui sortent du cadre national pour gérer une crise, la crise sanitaire ou la crise financière qu'on a connue en 2008. Donc on est souvent dans des choses sur lesquelles vous ne trouverez pas de point d'appui dans l'actualité. Voilà les 6 idées clés qu'il faut toujours avoir en tête à l'approche de cette matière. Ça fait sa richesse, ça fait aussi sa complexité. Maintenant, on va voir comment les choses ont évolué après la crise de la dette souveraine des années 2008 et suivantes. Et on va voir là, on va changer d'époque, on va changer de monde, mais pour le coup, les finances publiques nous permettent d'illustrer de façon très concrète cette évolution. Jusqu'en 2008, ce graphique représente l'évolution du déficit et de la dette qui s'était accumulée en France. On était dans cette douce insouciance budgétaire. Et puis arrive 2008 et la crise. Cette crise, elle va toucher avec retard la France et on va voir vraiment son impact à partir de 2009 et suivante. Et là, on a un épaulement. Et cet épaulement, il est traduit par une augmentation très sensible du déficit qui va augmenter jusqu'à 7,5% du point de PIB. Donc on est bien au-delà du critère de Maastricht à 3%. Et de fait, il va y avoir un épaulement de la courbe de la dette. Et très vite, la France va atteindre 80, 85, 90% d'endettement. Le graphique ici
et c'est important de voir et d'avoir ce recul historique, nous montre en bleu la réalité du déficit tel qu'il est mesuré à un moment donné, en l'occurrence 2011. Et puis en rose, tel qu'il aurait dû évoluer selon les prévisions du gouvernement. Donc on a la pression à la lecture de ce graphique qu'on a un accident et puis que cet accident est résorbé. On va voir que malheureusement, la France n'a pas su résorber cet accident et qu'on est resté à des niveaux assez élevés, en réalité, de déficit public et de fait, des niveaux croissants d'endettement. Ce graphique, ce tableau, nous permet de voir ce qui était prévu en 2011, juste au sortir du pic de la crise de la dette souveraine en termes d'évolution du déficit et de la dette. Et puis, avec quelques années de recul, en 2015, qu'est-ce qu'il en est advenu et comment a évolué en réalité le déficit public et la dette? Eh bien, on avait prévu, le gouvernement d'alors avait prévu un retour assez rapide en 2014 à un niveau de déficit public autour de 2%, donc inférieur à nos engagements européens. Et de fait, par l'augmentation tendancielle du PIB, une diminution relative de la dette. Il faut avoir conscience que la dette publique, au sens maastrichtien, c'est le ratio entre l'encours d'endettement, exprimé en milliards d'euros, et le PIB, la croissance. Si vous avez un niveau de croissance important, un rythme soutenu de croissance, vous pouvez absorber la dette publique. D'où cette tendance qui était esquissée à une diminution de la dette, tout en ayant un déficit qui continue de s'accroître. La réalisation, la réalité du déficit et de la dette est d'une nature tout à fait différente, puisque en réalité, en 2014, constaté sur la base de l'année 2015, on est à un niveau de déficit public de l'ordre de 4% du PIB. Donc 2 fois les engagements qui avaient été pris par le gouvernement en 2011 et 1 point au-dessus de la contrainte maastrichtienne qui fixe l'endettement public à environ 3% du PIB. De fait, notre endettement n'a cessé de s'accroître. On est en 2014 à peu près 95-96% à la décimale près d'endettement public. Et depuis lors, les choses n'ont fait que se dégrader. Quelques commentaires de ce tableau qui m'avait valu une publication dans la revue Gestion et Finances publiques pour montrer son actualité encore jusqu'à nos jours, puisque juste avant la nouvelle crise, celle générée par le Covid-19, on était quasiment à un niveau d'endettement de 100% du PIB. C'est-à-dire que la richesse nationale produite chaque année par la France, aujourd'hui environ 2400 milliards d'euros, eh bien, elle correspond à 2400 milliards d'euros de dettes que la France doit, que ses administrations publiques doivent, que ce soit l'administration publique locale, sociale ou centrale, et qui représente tout de même un risque sur la crédibilité et la soutenabilité, surtout de la situation financière de la France. Alors, ce risque, en réalité, il a une conséquence de nature géopolitique interne à l'Union européenne. Parce que ce graphique, issu d'un site public, FIPECO, qui rend compte des évolutions des finances publiques à l'échelle européenne, nous montre que la trajectoire financière de la France a été très différente de la trajectoire d'autres pays européens, et en particulier de notre grand voisin, de notre partenaire historique, l'Allemagne. Ce qui est intéressant de constater à ce graphique, qui me semble-t-il est très parlant, c'est cette espèce d'effet entonnoir. Jusqu'en 2008-2009, la situation financière de la France vis-à-vis de l'Allemagne était très proche. Là, on voit le niveau de notre endettement, on collait, si j'ose dire, à la courbe allemande, on partageait, si je puis dire, le même destin. Même destin également au moment de la crise, avec un épaulement du déficit et un émollement de la dette que les Allemands comme les Français ont dû gérer. Mais le retour à la normale, si je puis dire, a été très différent selon qu'on considère l'Allemagne ou la France, les décisions prises à Paris ou à Berlin. Côté allemand, eh bien côté allemand, la courbe en rouge parle d'elle-même. Les Allemands sont revenus, jusqu'à nos jours, pratiquement à un niveau d'endettement correspondant aux engagements européens des différents États de l'Union, à savoir 60% du PIB, un peu plus. Mais globalement, ils ont joué le jeu de reprendre les règles de l'orthodoxie budgétaire et donc de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires. L'Allemagne a fait ce qu'on appelle de la surconsolidation budgétaire. Elle a généré, exercice après exercice, des excédents qui lui permettent de réduire sa dette et d'approcher les crises qui s'annoncent, et en particulier celle qui va suivre le Covid-19, avec des marges de manœuvre budgétaires importantes.
tel n'a pas été le cas de la France, qui a continué à un rythme variable, mais à s'endetter pour atteindre, grosso modo, un palier qui n'est pas qu'un palier, qui est un moment de notre courbe d'endettement à 100% du PIB. Et on va voir que les effets de la crise sanitaire vont encore aggraver la situation française et d'une certaine façon l'écart entre les deux partenaires. De cet écart, j'allais dire chiffré, illustré par les finances publiques, découle en réalité un poids politique différent entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne a les moyens de ses ambitions aujourd'hui en Europe. Elle est aujourd'hui l'argentière de l'Europe. J'allais dire l'homme bien portant de l'Europe. La France, elle est en difficulté. Et si on avait associé à ce graphique, mais sans vouloir trop le surcharger, les courbes de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, on s'apercevrait que la France représente, j'allais dire, un élément du peloton des pays qui ont plutôt perdu avec la crise financière et qui ont plutôt accumulé du déficit et de la dette, contrairement à l'Allemagne et d'une façon plus générale aux pays nordiques qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation budgétaire bien meilleure que la nôtre pour affronter les crises de demain.